2023, c'est pour vous que nous faisons la télévision. C'est vous qui faites la télévision en 2023, c'est pour vous que nous faisons la télévision. « 18 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre production de votre émission à bâton rompu. Pour ce jour, nous avons justement le privilège de recevoir un jeune Camerounais qui est par ailleurs chercheur en intelligence artificielle, chef d'entreprise également. Il nous fait donc le plaisir d'être des nôtres ce matin. Lui, c'est Martin Atangana Ongolo qui justement a accepté donc venir ici afin de parler de tout, afin justement dans une discussion à bâton rompu, tel que le nom de cette émission consacrée désormais sur Alpha Télévision. Avec lui justement nous allons revenir sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Également il est un amoureux, il faut quand même l'indiquer, un amoureux, un passionné donc de tout ce qui est motivation pour ce qui est donc des jeunes, de l'éveil même de la jeunesse africaine. Avec lui donc nous reviendrons sur ce qui peut constituer les blocages en termes d'éveil chez les jeunes africains. Martin Atangana Ongolo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes là comme ça Alpha Télévision. Encore merci et bonjour Joël. Ça va? Ouais, ça va bien. Très, très beau costume. C'est pas tous les jours quand même. Merci, merci. C'est un mélange d'Afrique et d'Occident. Exactement, exactement. Bon, peut-être ça rappelle également que vous avez fait vos études du côté de la France, je pense bien. Oui, en fait, je fais ma thèse dans le cadre, dans une collaboration entre la France et le Cameroun. Mais j'ai fait toutes mes études ici. Ici au Cameroun? Ouais, c'est-à-dire du primaire au collège, de la maternelle jusqu'à... C'était quoi les écoles? Pour que ceux qui nous regardent et qui peut-être peuvent se... il a fréquenté dans la même école que moi. Ah oui, oui, oui. Donc moi j'ai fréquenté à ça. Ça c'est un arrondissement de la Léquier. Oui. Donc moi j'ai fait l'école maternelle de ça. Ensuite j'ai fait l'école primaire groupe 1B de ça. Ensuite, j'ai fait le lycée de ça. Quand même. Ça veut dire que ça, vraiment, ça a été pratiquement toute la vie scolaire. Ça, c'est la ville de mon cœur. Ah, d'accord. J'espère qu'on aura le privilège de faire un tour de ce côté dans les prochains jours. Alors, Martin Atangana, après donc, les études ici au Cameroun, vous vous envolez pour la France, où justement vous allez vous former en intelligence artificielle, c'est cela? Oui, presque ça. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que
je fais ma thèse ici au Cameroun. D'accord, oui. Et ma thèse, c'est dans le cadre d'un projet européen. Et c'est donc dans ce cadre-là que je suis amené à faire des missions de recherche en France, voilà, notamment à Grenoble, voilà, en intelligence artificielle et plus spécifiquement en traitement automatique du langage naturel. Justement, parlons de l'intelligence artificielle, hein, parce que ceux qui nous regardent sont un tout petit peu comme moi, perdus. Intelligence artificielle, moi, de temps en temps, c'est quand je regarde les chaînes occidentales ou quand je regarde, c'est pas des films, qu'on parle justement d'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'intelligence artificielle est un peu une intersection de plusieurs domaines, tels que les mathématiques, l'informatique, la physique. Toutes les matières qui m'ont tapé à l'école, quoi. Ouais, un peu de ça. Et donc, le but principal est de doter aux ordinateurs la faculté de l'intelligence. Ben, les ordinateurs sont déjà intelligents, ils font pratiquement tout. Comme le smartphone, ils font presque tout pour nous. Bon, alors, il y a en fait des niveaux d'intelligence. Oui. L'intelligence artificielle, c'est particulièrement le fait de pouvoir faire en sorte que la machine puisse mimer certains comportements d'intelligence humaine en fait. D'accord. Et comment est-ce qu'on se retrouve dans de telles études? Est-ce que c'est assez aisé ou alors, malgré la thèse ici et puis des recherches de l'autre côté là-bas, est-ce que c'est vraiment ouvert pour l'Africain? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est ouvert. Par exemple, à l'université de Yaoundé 1 aujourd'hui, à partir de 3e année, il y a une option data science, voilà, qui est justement un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc, à l'université de Yaoundé 1, on forme des étudiants en intelligence artificielle. D'accord. L'intelligence artificielle, pour nous, ici, Africains, vous l'indiquez, à l'université de Yaoundé 1 Guayaquil, il y a à partir des BO3 déjà, il y a ça. Mais en réalité, est-ce que cela est si important pour nous dans notre contexte ici? L'Afrique subsaharienne a-t-elle réellement besoin de façon urgente de l'intelligence artificielle? Alors, de façon urgente, c'est un peu discutable. Mais on a besoin de l'intelligence artificielle. Je vais expliquer pourquoi. La priorité, en tout cas pour nous en Afrique subsaharienne, c'est d'abord de pouvoir informatiser, n'est-ce pas, notre système, informatiser notre société. Vous allez par exemple arriver dans des entreprises où on transporte encore des documents à la main, où on prend encore des courriers manuels. Même à la mairie, c'est comme ça. Voilà, à la mairie, c'est comme ça, ouais. Voilà, donc vous voyez même qu'aujourd'hui, même les actes de naissance, si vous perdez votre acte de naissance, franchement... Il faut aller chercher la souche. Voilà, la souche, exactement. Alors qu'avec juste un système informatique, on peut juste, n'est-ce pas, enregistrer ça dans une base de données. Et si tu perds voilà, ton acte de naissance, on peut juste retirer cet acte-là, en faisant en fait ce qu'on appelle un peu de la signature numérique, voilà, qui permet en fait d'assurer, n'est-ce pas, l'authenticité des documents. Donc, prioritairement, l'Afrique de façon générale a besoin déjà d'abord d'être informatisée. D'être informatisée aussi parce que pour faire des modèles d'intelligence artificielle, on a besoin des données. Parce qu'un modèle d'intelligence artificielle, en fait, il apprend. Il apprend tout comme vous apprenez à votre enfant à la maison, les mathématiques, etc. Donc le modèle d'intelligence artificielle a également besoin de données, d'informations pour pouvoir apprendre. Et ces informations-là sont des informations numériques. Et donc vous conviendrez donc avec moi que si déjà à la base rien n'est informatisé, c'est difficile de faire des modèles d'intelligence artificielle. Oui, justement, vous êtes jeune africain, camerounais de façon plus précise. Je sais également qu'en dehors de la France, vous avez des attaches avec un autre pays, cette fois-ci du côté de l'Amérique, c'est le Canada. Parlez-nous un tout petit peu de ça. Vous êtes également chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a amené justement à collaborer avec certaines personnes du côté du Canada au point de mettre sur pied justement une plateforme qui aiderait les Africains et les gens du monde entier? Bon, alors ce qu'il faut dire, c'est que j'ai deux associés qui sont au Canada, qui sont des cofondateurs de notre entreprise de Bigster Prize. Bigster Prize. Bigster Prize. Bigster Prize. Bigster Prize. Oui. Et puis, ces associés-là, ce sont en fait des anciens camarades de fac. Donc, on a commencé depuis première année, je tiens, n'est-ce pas, à dire
bonjour à Manuel et à Champlain du côté du Canada. Et donc, après leurs études, ils ont donc alors migré voilà, vers le Canada. Donc, c'est comme ça qu'en fait, la relation est née, quoi. Et c'est quoi justement Bigster Prize? Qu'est-ce que vous faites autour de cette plateforme? Voilà, donc Bigster Prize, en fait, tel que son nom de façon étymologique l'indique, il est composé en fait de deux sous-mots. Donc, Bixt, en fait, c'est pour dire big, et l'autre sous-mot c'est Enterprise. Donc, en mettant en place Bigster Prize, notre vision était en fait de bâtir une entreprise qui est à peu près l'aura de Google. Parce que la vision qu'on a et la soif qu'on a, c'est que lorsqu'un Américain qui a fait informatique en Californie, lui il rêve, cet Américain-là, de travailler chez Google, chez Facebook. Nous on souhaiterait, et on travaille pour ça, qu'aujourd'hui et demain, lorsqu'un Africain fait informatique en Afrique de façon générale, qu'il rêve également de travailler chez Bigster Prize. Et Bigster Prize, dont j'en viens, c'est une entreprise qui fait dans la prestation de services informatiques, c'est-à-dire que nous développons les systèmes informatiques pour des particuliers, pour des États, pour des organisations, etc. Et la deuxième chose, c'est que nous avons nos produits propres à nous. Donc, Bigster Prize, en fait, est à la recherche des problèmes de la société et propose donc des solutions, n'est-ce pas, informatiques à ces problèmes de la société-là, et ensuite transforme ces solutions informatiques-là en opportunités d'affaires, ce qu'on appelle chez nous vulgairement en start-up. Ça fait combien de temps que cette plateforme Bigster Prize est mise sur pied? Est-ce que jusqu'ici, vous avez quand même l'impression que certaines personnes adhèrent quand même à votre idée? Alors, Bigster Prize, l'idée déjà est née il y a pratiquement 7 ans. C'est depuis. Mais on a réellement commencé nos activités en 2017, par là. Et dernièrement, quand je suis rentré, j'ai trouvé que tous les papiers en termes de légalisation étaient déjà prêts. Donc légalement, Bigster Prize a été créé en avril 2023. 2023, d'accord. Oui. Et voilà. Et maintenant, nous bossons depuis pratiquement 5, 6, 7 ans. Oui. Et jusqu'ici, c'est quoi les difficultés? 5, 6, 7 ans que vous travaillez sur ce projet. C'est seulement depuis quelques mois que voilà, c'est officiellement lancé. Malgré cette jeunesse, pour ce qui est de l'officialisation, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez? Alors, il y a énormément de challenges. Et le premier challenge, comme je le dis souvent, est beaucoup plus au niveau du leadership. Parce qu'en fait, le plus difficile, ce n'est pas... c'est de pouvoir fédérer en fait une équipe autour d'un projet. Parce qu'en fait, il y a des égos, il y a des personnalités qu'il faut gérer. Il faut donc alors mettre en symbiose cet ensemble de personnes-là, cet ensemble d'acteurs-là, pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre un objectif commun. C'est ça le plus difficile dans une entreprise. Moi, je ne dirais pas que c'est de l'argent. Parce qu'en fait, comme je dis toujours, c'est le projet qui fait l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Sauf que nous sommes quand même dans un contexte où de nombreux jeunes Camerounais ont eu des initiatives, certains ont pensé à mettre sur pied des projets, mais qui n'ont pas toujours été soit soutenus, soit accompagnés par les pouvoirs publics. Certes, Bigster Prize n'est pas forcément logé au Cameroun, mais j'imagine que vous aurez à un certain moment besoin des autorités camerounaises, peut-être pour certaines facilités. Est-ce que vous ne craignez pas de vous retrouver face à un non ou face à des situations où on a l'impression qu'on vous tourne, comme on dit vulgairement chez nous au Cameroun? Je vais être un peu choquant. En entrepreneuriat, le non est normal. Le oui est une exception en entrepreneuriat. Le non est normal. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, au quotidien, fait face aux difficultés. Et quand c'est même facile, il a peur. Et la deuxième des choses que je vais dire, c'est que il n'y a qu'en Afrique et en particulier au Cameroun où des gens entreprennent et comptent sur l'État. Aux États-Unis, que ce soit en Californie, que ce soit en Chine, ou donc notamment aux États-Unis avec la Silicon Valley, ce sont des jeunes qui ont décidé d'oser et qui se sont lancés et qui, dans le chemin, ont construit, n'est-ce pas,
leur parachute. D'accord. Pour ceux qui nous regardent, on va essayer de récapituler un tout petit peu. Vous êtes Camerounais parce qu'ils nous regardent et forcément ils ont besoin d'avoir, comment est-ce qu'on dirait cela, des modèles, des gens qui peuvent justement les booster, les pousser à aller de l'avant. Jeune Camerounais, vous faites vos études ici au Cameroun, précisément à ça. Par la suite, hein, vous lancez justement dans votre doctorat et autres, mais finalement, les besoins de la recherche vous conduisent du côté de la France. Vous réussissez quand même à vous en sortir un tout petit peu plus. Maintenant, c'est des collaborations avec des anciens camarades du côté du Canada. Vous résidez où exactement? En France, Canada, Cameroun? Cameroun. Au Cameroun, voilà. Mais cependant, vous voyagez quand même pour ce qui est peut-être d'ordre du travail. Qu'est-ce qu'on dit précisément à ces jeunes qui ont des idées, mais qui ont peut-être peur de les matérialiser? Et là, ça nous permet d'entrer dans l'aspect où vous êtes quand même, il faut le dire, hein, un passionné donc du leadership. Parlons justement du leadership. Quand on a discuté, moi je pensais que c'est ce que sur Facebook on a des gens qui se font appeler coachs, les conférenciers. Moi ça me dépasse en réalité. Oui, c'est comment est-ce qu'on peut s'adresser donc à cette jeunesse africaine, camerounaise en particulier, qui fait face à des difficultés beaucoup plus peut-être d'ordre moral ou d'ordre... Voilà, on se comprend. Alors, merci pour cette question. C'est une question qui mérite, s'il y avait un public là, des ovations. Et même pourquoi même pas des Oscars. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question qui est extrêmement pertinente. Avant de répondre de façon claire à cette question-là, ce que je vais d'abord dire, c'est que avant de poser une action, il faut toujours un esprit derrière. Avant de poser une action, il doit toujours avoir une idéologie, n'est-ce pas, qui pousse la personne à poser une action. Et le véritable problème, de façon générale, que moi j'ai constaté autour de moi, que ce soit avec mes jeunes frères, des jeunes camarades, des jeunes amis, c'est qu'ils n'ont pas en fait ce qu'on appelle en anglais a good mindset. C'est-à-dire que qu'ils n'ont pas une bonne configuration de leur esprit. Ils n'ont pas une idéologie. Si moi je pose peut-être la question, c'est vrai que ce n'est pas à moi de poser la question ici, c'est que quelle idéologie ambiante au Cameroun? L'idéologie ambiante au Cameroun, c'est être influenceur. L'idéologie ambiante au Cameroun pour les filles, n'est-ce pas, c'est de tourner les reins à moitié nus. Les jeunes aujourd'hui au Cameroun veulent ressembler à qui? Ils veulent ressembler à ces influenceurs-là, à ces influenceuses-là. Il n'y a pas de modèles, il n'y a pas des modèles positifs. Et même ces modèles positifs-là ne prennent pas suffisamment de la parole pour pouvoir, n'est-ce pas, inspirer ces jeunes-là. Les médias comme vous, certains médias ne partent même pas vers ces personnes-là afin que ces personnes-là puissent inspirer ces jeunes-là. Or, dans d'autres pays, il y a une idéologie. En Chine, par exemple, l'idéologie chinoise, c'est d'être au centre du monde. Ça veut dire que le jeune chinois, quand il naît, on lui dit non, c'est toi le centre du monde. Mais attention, Martin, aux États-Unis, par exemple, ils ont les Kardashians, par exemple, qui également constituent une famille d'influenceurs. Mais pourtant, les États-Unis d'Amérique sont une énorme puissance. On a l'impression quand même que là-bas, les gens s'en sortent plus ou moins. Donc, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne pourrait pas aussi avoir des influenceurs qui peuvent faire plaisir aux jeunes? Alors, je vais répondre à cette question très simplement. Aux États-Unis, un jeune Américain aux États-Unis, sur 100 personnalités qui peuvent être considérées comme des modèles, connaît au moins 75. Au Cameroun, un jeune connaît qui? C'est quoi les modèles au Cameroun? Même vous-même. D'accord. Si je parle de sciences, est-ce que vous connaissez un seul modèle au Cameroun qui est au Cameroun en termes de sciences? Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont là, mais personne ne les voit. Personne ne les écoute. Aux États-Unis, ils sont là et ils sont écoutés et ils sont vus. Donc il y a donc une espèce de canal qui se crée, n'est-ce pas, pour pouvoir transmettre cette énergie-là, pour pouvoir transmettre cette inspiration-là. Et c'est quelque chose vraiment qui manque au Cameroun. Donc je dirais pour votre question, pour le jeune là qui veut se lancer, qui a peut-être des blocages sur le plan mental, déjà d'abord d'avoir une vision.
il faut écrire sa vision. Parce que si vous n'avez pas de vision, vous êtes un aveugle. Vous allez vivre sans jamais exister. Parce que votre vision vous permet de savoir quelle est votre fonctionnalité. Pourquoi est-ce que vous êtes né? C'est quoi votre but? Donc la première des choses pour ces jeunes-là qui m'écoutent, et c'est la chose par laquelle moi j'ai commencé, c'est que j'ai écrit ma vision. Il faut avoir un cahier de vision. Comment je me vois. Et à partir du moment où j'écris ma vision, comment je me vois, la vision me permet de savoir avec qui je dois marcher et avec qui je ne dois pas marcher. Ça veut dire que lorsque j'ai la vision, je vais planifier, je transforme ma vision en objectif. Je planifie donc mes objectifs dans le temps. D'accord? Et une fois que j'ai planifié mes objectifs dans le temps, dans un environnement comme celui du Cameroun, qui est un environnement très complexe, il faut se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Ça veut dire que je dois choisir mon entourage. Et c'est la raison pour laquelle il y a quelques mois, il y a pratiquement un an, on a, en dehors de la communauté Les Jeunes Éveillés que je projette mettre en place, j'étais d'abord dans une communauté dans laquelle j'ai vraiment activement participé, qui est la communauté Leaders Nation. Où vraiment, c'était vraiment un projet que je partageais parce que les jeunes ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir un environnement propice à leur éclosion. Parce que tous les jeunes ont des dons, tous les jeunes ont des talents. C'est juste l'environnement, n'est-ce pas, qui le permet. Justement, parlons d'abord, avant de revenir sur l'environnement, parlons des dons ou alors de leur projet. Aujourd'hui, pour ce qui est des jeunes filles, on sait pour la plupart qu'elles ont pour projet soit d'ouvrir des instituts de beauté, soit d'ouvrir des restaurants, parce qu'elles se disent que voilà, les influenceuses ou des actrices des cinémas aujourd'hui, en dehors d'être célèbres, parce qu'on les voit à la télé, elles ont également soit des instituts de beauté, soit des grands fast-food ou des restaurants. Est-ce que ça, ce sont forcément des projets qui ne permettent pas d'aller beaucoup plus loin? Une jeune fille qui pense juste avoir son institut de beauté, est-ce que est-ce qu'on lui dira qu'elle ne voit pas assez grand parce qu'elle veut juste se limiter à l'institut de beauté? Alors, Cheikh Anta Diop disait que la prochaine génération des Africains doit se doter, s'armer de connaissances jusqu'aux dents. Lorsque cette jeune fille-là ouvre un salon de beauté, disons ça comme ça, les coiffures qu'elle fait là, ça vient d'où? La majeure partie des coiffures qu'on fait, ce sont des coiffures européennes. Ben ça, ce sont les clientes qui le veulent. Avec des mèches européennes. Or, j'ai fait une étude dernièrement où ça a même fait l'objet de tout un live où j'ai démontré que les femmes africaines dépensent chaque année 17 milliards de dollars seulement pour les mèches. 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars. Si vous voulez, on peut faire une émission. Chaque année. Chaque année, environ 17 milliards de dollars que les femmes africaines. Là c'est pas 17 milliards en francs CFA. Si c'est 17 milliards de dollars, ce sont des centaines de milliards de francs CFA. Quand on sait que le budget militaire du Cameroun en 2021 était évalué à 361 millions de dollars à peu près. Donc les femmes africaines chaque année dépensent à peu près 7 fois le budget militaire du Cameroun. Et l'industrie qui fabrique ces mèches-là est contrôlée à 80% par les Occidentaux. Donc en réalité, même si 100 filles se mettent ensemble pour faire ces salons de beauté-là, en réalité, le Cameroun ne gagnera qu'à peu près 10% de tout ce qu'ils feront comme chiffre d'affaires. Et ça ne va jamais nous faire avancer. Donc, le salon de beauté, c'est bien, ça va peut-être permettre de manger, de pouvoir se soigner, etc. Mais nous sommes dans un siècle où la race africaine est en guerre. Les projets qu'on doit développer en tant qu'Africains aujourd'hui, ce sont des projets qui doivent faire trembler le monde. Ce n'est pas les projets d'élever 12 porcs, ça ne doit plus être les projets d'élever 12 poulets. Mais attention, quelqu'un peut justement se jeter dans son élevage et être propriétaire, je sais pas, d'un important cheptel et puis... Oui, s'il nourrit l'Afrique. Oui. Donc mon problème, c'est l'échelle en fait. C'est l'échelle. Donc si la dame qui fait ce salon de beauté là, n'est-ce pas, donc si la dame qui fait ce salon de beauté là apprend à fabriquer elle-même les mèches, ça devient intéressant. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Exactement. Donc le véritable problème, c'est qu'on ne rêve pas assez grand. On ne rêve pas en termes du monde.
En réalité, on veut juste être les plus riches de nos quartiers au lieu d'être les plus riches du monde. Justement, est-ce que la jeune fille qui justement devrait voir beaucoup plus grand qu'un simple salon de coiffure, est-ce que tout à l'heure, justement, je vous indiquais que le problème, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les financements, mais elle peut avoir ce projet-là, fabriquer elle-même ses mèches. Mais qu'est-ce qu'elle fait si l'industrie n'accompagne pas? Nous ne sommes pas encore industrialisés. Comment est-ce qu'elle va justement s'en sortir? Comment les autres ont fait pour avoir ces industries? Les autres ont trié. Alors, ça veut dire qu'il faudrait que les pouvoirs publics sont censés accompagner dans ce cas-là. Et tout à l'heure, vous dites justement que si on veut compter sur le gouvernement pour s'en sortir, bah, c'est peine perdue. Oui, il y a une citation philosophique qui dit que si les rois ne peuvent pas devenir des philosophes, que les philosophes, eux, deviennent des rois. Ça veut dire que si les pouvoirs publics, on remarque que les pouvoirs publics ne nous amènent pas à réaliser nos projets, pourquoi nous-mêmes on ne peut pas devenir ces politiciens? Parce que ce n'est pas comme si la politique est réservée à juste une classe de personnes. Oui. Donc, c'est un principe. Si le roi ne peut pas philosopher, que les philosophes donc deviennent des rois. D'accord, revenons donc à cette jeunesse, parce que je l'ai indiqué encore tout à l'heure, vous faites des conférences à travers l'Afrique pour justement booster les jeunes, pour pousser les jeunes à avoir une meilleure vision de l'Afrique, une meilleure vision de leur pays respectif, une meilleure vision également de leur propre projet. Quel est comment on dit cela? Quels sont les problèmes communs que rencontrent justement les jeunes Africains, vous qui les côtoyez au quotidien? Oui. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant que je ne parte, quand j'étais, enfin, il y a pratiquement 6, 7, 8 mois, j'étais activement dans une communauté qui était la communauté Leaders Nation, où on faisait des talks chaque mardi, par exemple. Et dans cette communauté-là, j'ai côtoyé à peu près plus de 1000 jeunes. Parce que nous avions organisé des conférences à Mansell Hotel où on a eu à peu près des centaines de personnes. Je dis, en moins d'1 an, j'ai côtoyé à peu près 1000 jeunes, que ce soit par WhatsApp, que ce soit physiquement. Et je me suis rendu compte que ces jeunes-là, de façon générale, ont 2 problèmes. Oui. Le premier problème, c'est le mindset, c'est l'idéologie. Oui. Les jeunes n'ont aucune idéologie. Et le deuxième problème, c'est l'entourage. L'idéologie et l'entourage. Parce que si tu marches avec 5 voleurs, je n'ai pas besoin d'être prophète pour te dire que tu seras le 6e voleur. De la même manière, si tu marches avec 5 personnes, 5 penseurs, 5 entrepreneurs, tu seras le 6e entrepreneur. Il y a un artiste camerounais qui nous a fait savoir il y a cela quelque temps que les gens marchent par catégorie. Exactement. Les gens marchent par catégorie. Et aussi, vous ne pouvez pas vouloir devenir riche et passer le temps à marcher avec les pauvres. Ce n'est pas qu'on est en train d'insulter les pauvres, mais le problème, donc certaines personnes, souvent quand on parle de pauvres, pensent que ce n'est que ce manque-là matériel, ce n'est que ce manque-là financier. Mais en réalité, le pauvre est d'abord caractérisé par sa mentalité de pauvre. C'est-à-dire qu'il voit toujours bas, il voit toujours moins, il est incapable de prendre des risques, il n'apprend pas chaque jour. Il se contente juste du peu qu'il a, il ne rêve pas, il n'est pas ambitieux. Dans un tel environnement, on ne peut pas aller loin. Justement, est-ce qu'il est possible d'aller loin en restant au Cameroun? C'est-à-dire, on a aujourd'hui des jeunes qui estiment que voilà, j'ai un projet, si je peux quand même trouver 2-3 millions, si la famille peut me soutenir pour que je m'expatrie et aller chercher un avenir meilleur. Est-ce qu'on peut s'en sortir selon votre pensée ici au Cameroun, en Afrique, sans forcément aller chez les Blancs, comme on dit souvent? Alors, je vais peut-être surprendre nos téléspectateurs, mais l'Afrique, c'est le paradis du monde. C'est-à-dire qu'un jeune qui a 4 millions de francs CFA et qui décide de prendre la route de la mer, c'est un idiot. En même temps, il peut faire un vrai dossier, il prend l'avion. Il va normalement. Oui, parce que en fait, le problème c'est que ce qu'on appelle les benguistes, là, quand ils rentrent au pays, ne disent pas la vérité aux gens. 70% des personnes non intellectuelles qui quittent le Cameroun pour aller en Occident partent faire les métiers d'esclaves en Occident. Je m'explique. 70% des personnes qui quittent l'Afrique pour aller en Occident, c'est pour aller balayer les rues,
c'est pour aller manœuvrer. Parce que quand ils y vont, ils n'ont pas de projet, ils savent exactement ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas pour des études, ils vont s'inscrire pour poursuivre des études, ou alors ils ont eu une formation ici, ils ont un diplôme, une attestation, et donc il faut aller chercher un boulot de l'autre côté. Oui, oui, là c'est la bonne façon. C'est-à-dire que si vous avez une formation ici et que vous immigrez de l'autre côté, oui, là c'est bien. Mais je dis, si vous avez 4 millions de francs CFA au Cameroun et que vous avez pour idée d'aller vous battre en Europe, avec ces 4 millions de francs CFA là, comme ils disaient souvent, ce que je vais voir là-bas, je vais faire. C'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, le biais, c'est que c'est la conversion monétaire. Parce que je vais vous dire, quelqu'un qui est là-bas, par exemple, il va vous dire, ok, je fais les boulots, je livre de la nourriture en hiver, en plein froid, pendant que les Européens sont au chaud. Et je gagne à peu près par mois 1500, 1800 euros. Mais 1500 euros en France, c'est à peine le SMIC. Tu es un SMICard. 1500 euros, c'est à peu près 1 million de francs CFA. Mais au standard français, 1500 euros, tu es un pauvre. Tu ne pourras que louer ta maison et manger, c'est tout. Et donc, les personnes qui restent au Cameroun, qui font cette conversion-là, qui disent « Ah, 1500 euros, donc il gagne 1 million », pensent qu'en fait, il vit bien. Mais il vit mal. L'Europe, c'est dur. Pour vivre comme un être civilisé en Europe, il faut au moins avoir à partir de 3500 euros. À partir de 3500 euros, oui. Pour vivre comme un être civilisé, avec une famille qui n'est pas une grande comme les familles africaines. Il faut au moins avoir 3500 euros. D'accord, ça quand même c'est assez. Donc, alors, de façon simple, 3-4 millions de francs CFA au Cameroun, pour les jeunes qui forcément peuvent les avoir, je ne sais pas trop par quel moyen. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 ou 4 millions au Cameroun quand on pense qu'il y a également les impôts, il y a le fisc aussi qui est derrière. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 ou 4 millions? Alors, je vais commencer par dire ce qu'on peut faire avec rien. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour se lancer peut-être en entrepreneuriat, on a toujours besoin d'argent. Pour se lancer vraiment en entrepreneuriat, ce n'est pas forcément l'argent d'abord qui est la priorité. Ce qui est prioritaire d'abord, c'est d'avoir des bonnes stratégies. Je vais dire quelque chose de simple. Moi, j'ai été un livreur de matelas. Je salue d'ailleurs... Ici au Cameroun? Oui. Je salue d'ailleurs mon ami Arnold Pondo, je te fais un coucou, qui aujourd'hui vient d'ouvrir sa boutique de matelas. On livrait les matelas ensemble. Bon, moi je ne livrais pas ces matelas-là forcément parce que j'étais trop dans le besoin, tu vois, mais c'est justement parce que je voulais un peu me mettre à la place de ces personnes-là qui disent que vraiment il n'y a rien au Cameroun, je n'arrive pas à me débrouiller, etc. Alors, chaque fois qu'on a une connaissance qui a Douala qui envoyait les matelas ici et nous on livrait. Oui. Chaque fois qu'on livrait un matelas, on avait 5 000. Et il y avait des moments où il envoyait même 4 matelas. Je prends une voiture course, je livre mes 4 matelas, ça fait 20 000, j'ai dépensé 3 000, je gagne 17 000. Est-ce que j'ai eu besoin d'un financement pour le faire? Non. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vendent les matelas en ligne. Si vous ouvrez votre page Facebook, vous dites à la personne, ok, moi je vais communiquer sur tes matelas. Et chaque fois que je vais t'apporter un client qui va acheter un matelas, eh bien tu vas me donner une certaine commission. Voilà déjà une activité que vous avez démarrée. Sans financement. Vous communiquez juste bien en ligne. Vous avez peut-être juste besoin de 25 000 pour booster les publications en ligne en payant les publicités sur Facebook. Mais vous démarrez avec 25 000 francs CFA. Je peux prendre l'exemple. Je connais également une dame qui s'appelle Prissy. Je ne sais pas si vous connaissez Prissy, qui vend les mèches. Elle était même passée investir au pays et tout. Mais Prissy, elle a commencé avec 10 000. On était au Paris dernièrement, on parlait de sport. Elle a commencé avec 10 000. Et Prissy, par exemple, appelle les jeunes qui n'arrivent pas à trouver un emploi de venir vendre ces mèches-là, n'est-ce pas, avec des commissions derrière. Donc, vous pouvez aller voir, vous dites à Prissy, écoute, moi je suis capable de communiquer sur ton produit en ligne. Et chaque fois que je vais vendre une mèche, alors tu me donnes, par exemple, je ne sais pas moi, 2 000, 1 000 francs. Et vous commencez à gagner votre vie, ainsi de suite. Bon, maintenant, ce n'est pas d'un seul coup que vous allez devenir millionnaire. Parce qu'en fait, il faut avoir ce que Ricardo Kanyama appelle une bonne intelligence financière. D'accord? Et je conseille même ceux qui nous écoutent de lire ce livre-là qui est intitulé La chèvre de ma mère, qui est un livre qui est vraiment tout simplement un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre en termes de... Voilà, en termes d'intelligence financière. Parce que chaque fois maintenant que vous allez avoir ces retours-là, vous devez économiser. Et lorsqu'on commence,
quand on n'a pas encore de charges, on doit arriver même à économiser 70% de tout ce qu'on gagne. Oui. Donc, avec 4 millions de francs CFA, comme vous avez dit tout à l'heure, on peut faire des choses énormes. Moi, j'ai commencé mon entreprise de veste avec 200 000. 200 000. Quand même. Donc, avec 4 millions de francs CFA, vous pouvez par exemple venir me voir. Vous me dites, écoutez, je vais investir dans ton projet. Et vous partez dormir et vous avez un retour commission chaque mois. Justement, on va sortir avec cette autre casquette. Vous êtes chef d'entreprise, justement. Vous confectionnez des vestes. Hein. De quoi s'agit-il? Est-ce que ce sont juste des vestes que l'on accroche à travers les vitrines et puis les gens peuvent venir acheter? Ou alors celles qu'on voit à Kennedy, on a nos frères à Kennedy, on voit les vestes accrochées sur les bras là, hein. Tu viens là avec 20 000 ou 30 000, bon, tu peux avoir un bon truc. Est-ce qu'il s'agit de ce style de veste? Et puis comment est-ce que vous quittez justement la transition? C'est vrai, c'est pas forcément que vous avez laissé un côté, mais l'intelligence artificielle, le passionné du leadership, et puis maintenant l'acteur de mode, comment est-ce que ça se passe? Alors merci vraiment pour la question. Je dis toujours dans mes vidéos que lorsqu'on est un jeune Africain, on n'a pas le droit d'avoir un seul cerveau. Oui. On a le devoir d'avoir 4 cerveaux. On a le devoir, chaque seconde, il y a un grand frère qui a dit 800 idées. Non, lui, je pense que lui, c'est un blague. Mais vraiment, je ne pense pas loin de là. Parce qu'en fait, moi je pense qu'on nous a menti à vouloir spécialiser nos cerveaux, oui. À dire que bon, moi je suis spécialiste en tel. Nous sommes encore à un niveau de développement où tout est à faire. Nous sommes à un niveau au Cameroun où tout est à faire. Oui. Et lorsqu'on s'engage dans un projet, on n'a pas souvent les moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir se payer des experts. Et donc on est toujours obligé d'avoir, c'est comme moi je dis toujours, 12 sur 20 dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Donc, il y a tellement d'opportunités en Afrique. Comment je quitte donc d'informaticien aujourd'hui concepteur des costumes? Alors, c'est l'opportunité. Déjà, ça part d'une frustration. Lorsque vous voyez par exemple les jeunes s'habiller, les jeunes s'habillent mal au Cameroun. Les jeunes ne s'habillent pas comme vous là. Vous êtes classe, simple, mais vous êtes classe. Vous voyez, on a beaucoup de jeunes là qui baissent les pantalons. Or, ce que les personnes ne savent pas, c'est que ton image parle à peu près à 60% pour toi. Oui. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, ton image a déjà parlé. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas entreprendre. Tu ne peux pas dire que tu vas lancer des gros projets. Mais c'est toi qui ne prends pas ton habillement au sérieux. Donc ça, c'était d'abord la première frustration. Je voyais des jeunes qui, par exemple, viennent dans une conférence en babouche, en tennis, en short. Des jeunes qui manquent de classe. Oui. Et la deuxième des choses, comme vous avez dit, un petit pourquoi à nos gars de Kennedy, c'est que justement, quand bien même certaines personnes veulent bien s'habiller, la matière n'est pas souvent de qualité. Parce que vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et vous décidez de porter un costume de 20 000. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous décidez la main d'œuvre va coûter combien? Le tissu a coûté combien? Vous-même, vous pensez que le tissu là, le tailleur qui a cousu là va acheter le tissu là à combien? Peut-être c'est qu'on a bien discuté. Le costume peut-être c'est 50 000, ce sont les femmes qui savent faire ça. Et puis elles discutent, elles te ramènent ça. Et donc, moi j'ai donc alors décidé d'habiller ces jeunes-là qui veulent oser. Ces jeunes-là qui se prennent au sérieux. Ces jeunes-là, n'est-ce pas, qui veulent mettre en place des projets d'envergure. Ces jeunes-là qui ont l'audace. Et l'audace intellectuelle, l'audace mentale commence d'abord avec l'audace physique. Donc, Martin Bosdon, c'est à peu près aujourd'hui 6 mois, pour un chiffre d'affaires d'à peu près 1,3 million. Parce que ce modèle que je porte là, je le vends en moyenne à 130 000. Oui. Et depuis 6-7 mois, j'ai eu à peu près 10 commandes. Donc, la vision ou alors ma cible, ce sont ces jeunes-là, ces jeunes entrepreneurs-là, tels que les Wabo Collins, le PDG de iPhone Cameroun, tels que le grand frère Michael, voilà, qui était d'ailleurs très élégant dans son costume, il a le même modèle que moi.
n'est-ce pas, ces jeunes-là, n'est-ce pas, qui osent, ces jeunes-là qui sont des jeunes cadres d'entreprise, ces jeunes-là qui veulent se prendre au sérieux, ces jeunes-là qui veulent devenir des boss, qui pensent déjà dans leur esprit qu'ils sont des boss, eh bien, j'ai confectionné Martin Boss pour les boss. Super, Martin Boss, justement pour les boss, hein, je pense qu'on va sortir avec cela. Peut-être un dernier mot à l'endroit donc de cette jeunesse qui aimerait être comme Martin Atangana Ngolo, mais qui malheureusement ont encore beaucoup de problèmes. Alors c'est quoi le mot final à l'endroit de cette jeunesse qui nous regarde ce matin? Alors, ce que je vais d'abord dire à tous mes frères et sœurs qui m'écoutent, c'est qu'il ne faut pas vouloir être comme quelqu'un parce que vous êtes unique. Parce que chaque personne, moi je le dis souvent, vient sur la terre avec un message du ciel. Et il faut que vous trouviez la raison pour laquelle vous êtes né. Et une fois que vous avez trouvé la raison pour laquelle vous êtes né, ce que moi j'appelle votre fonctionnalité, n'est-ce pas, votre but, n'est-ce pas, vous devez établir une vision. Parce que si on a entre 10 et 20 ans, on peut encore commettre des erreurs. Mais moi, j'estime que quand on est un jeune Africain, l'environnement aussi caillouteux dans lequel nous sommes, à partir de 20 ans, on doit déjà d'abord écrire sa vision. Tu es jeune, tu m'écoutes, la première des choses que moi je peux te conseiller en tant que frère, c'est déjà d'abord d'avoir une vision de toi-même et d'écrire cette vision-là. Parce que même quand Dieu a pensé le monde, il a écrit ça dans un livre qu'on appelle la Bible. Tu dois écrire ce que tu penses sur un cahier. Et une fois que tu as écrit ta vision, tu dois pouvoir planifier ta vision. C'est-à-dire que découper cette vision-là en objectifs et planifier cette vision-là dans le temps. Tu dois pouvoir dire que dans 5 ans, voici là où je dois être. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, voilà comment je me vois. Et une fois que tu as établi ces objectifs-là, il faut te donner les moyens maintenant de réaliser ces objectifs-là. Et les moyens de réaliser ces objectifs-là, ce n'est pas de l'argent, c'est d'abord les idées, c'est le mindset. Et qui te donne ce mindset-là? Ce sont les livres, ce sont les personnes en réalité que tu côtoies parce que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu marches le plus souvent. Donc, choisis ton entourage, déjà d'abord, écris une vision, planifie ta vision en transformant ta vision en objectif et en la planifiant sur le temps. Et entoure-toi des bonnes personnes, lis des livres, apprends chaque jour. Parce que comme le disait Cheikh Anta Diop, notre jeunesse doit s'armer de connaissances jusqu'au temps. Merci Martin Atangana. C'est quoi hein, les contacts ou les adresses que l'on peut donner justement à ces jeunes qui forcément voudront vous retrouver plus tard? Sur Facebook ou par appel direct, c'est quoi? Bon, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone personnel. Il faudrait que les filles peuvent commencer aussi à déranger, hein, parce qu'on les connaît quand même. Voilà. Peut-être sur Facebook, c'est quoi le nom de la page? Voilà, alors vous pouvez me contacter sur Facebook, c'est Martin Rodrigue Ongolo sur Facebook. Martin Rodrigue Ongolo. Voilà, donc j'ai une chaîne YouTube qui est intitulée Les Jeunes Éveillés, où je produis des contenus vidéo, que ce soit de leadership. Je tiens à dire que je ne suis pas un coach. Je suis juste un penseur, n'est-ce pas, qui exprime mes idées à travers des vidéos au quotidien. Donc, je ne suis pas un coach. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube qui est intitulée Les Jeunes Éveillés. Sur Facebook, Martin Rodrigue Ongolo. Mon adresse email aussi à tangana@yahoo.com. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci, mesdames et messieurs. On va donc sortir de cette autre production de votre émission à bâton rompu. Ce fut un plaisir d'être en compagnie de Martin Atangana Ngolo, jeune Camerounais, chercheur en intelligence artificielle, chef d'entreprise et également. Le rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Ce sera bien sûr à 9 h et nous serons bien sûr rendus au jeudi. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien, surtout restez en compagnie donc des programmes de votre télévision Alpha TV et surtout que le bonheur soit avec vous.